L'année 2025 est déjà entrée dans l'histoire, mais pas avec les résultats que beaucoup auraient souhaités. L'année dernière, l'humanité a manqué plusieurs opportunités clés, alors que nous pouvions encore contrôler les catastrophes. Et, malheureusement, elle continue de progresser. L'humanité a-t-elle encore une chance de changer le scénario déjà lancé? Les réponses se trouvent dans l'édition d'aujourd'hui. Comme on le sait, le micro- et nanoplastique est devenu un acteur direct des processus climatiques, augmentant de manière exponentielle l'anomalie, la force et les conséquences d'événements déjà extrêmes. Ainsi, en modifiant la conductivité thermique des eaux océaniques, les particules de plastique perturbent l'échange de chaleur entre l'atmosphère et l'océan, le transformant en un gigantesque accumulateur d'énergie. Cette chaleur se transforme en énergie potentielle et cinétique de l'atmosphère. C'est l'excès de cette dernière qui est à l'origine du renforcement des cyclones tropicaux, des tempêtes, des vents anormaux, des tornades et d'autres systèmes dynamiques. Cyclones tropicaux. La saison des ouragans tropicaux de l'année 2025 confirme une tendance de plus en plus marquée chaque année. Bien que le nombre total de ces phénomènes n'augmente pas de manière significative, la part des ouragans puissants croît. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, 13 tempêtes nommées se sont formées dans le bassin de l'Atlantique la saison dernière. 5 d'entre elles sont devenues des ouragans, 3 ont atteint la catégorie maximale, la 5e. Dans toute l'histoire des observations, cela ne s'était produit qu'une seule fois, en 2005. C'est un signal inquiétant, car la saison dernière, même sans être aussi anormalement active que celle de 2005, a quand même engendré 3 des ouragans les plus puissants. Particulièrement remarquable, l'ouragan tropical Melissa, l'une des tempêtes les plus puissantes jamais observées. Les rafales de vent ont atteint environ 406 km/h. C'est environ 6 km/h de plus que la rafale record enregistrée dans un cyclone tropical en mer, et seulement 1 km/h de moins que la rafale de vent la plus rapide jamais mesurée sur Terre. Le 28 octobre, ayant atteint la 5e catégorie, l'ouragan Melissa s'est abattu sur la côte de la Jamaïque avec des vents de près de 300 km/h, devenant également la tempête la plus puissante en 174 ans d'observation météorologique dans la région. Les 3/4 de la population de l'île se sont retrouvés sans électricité ni communication. L'ensemble du territoire jamaïcain a été déclaré zone sinistrée. Les habitants décrivaient la scène comme un film catastrophe. Des palmiers brisés comme des allumettes, des routes emportées et des maisons jusqu'aux fenêtres dans l'eau. La tempête a fait 19 victimes. L'ouragan Melissa a également touché d'autres pays des Caraïbes, laissant derrière lui chaos et victimes humaines. Il est notable que, pour la première fois en 10 ans, aucun ouragan tropical n'a touché la partie continentale des États-Unis. Cependant, ce fait crée une dangereuse illusion de stabilité, car il n'est pas lié à une baisse de l'activité des tempêtes. Un rôle clé a été joué par une anomalie atmosphérique persistante, un sillon de basse pression le long de la côte Est qui a agi comme une barrière protectrice et a littéralement détourné les grands ouragans vers l'océan Atlantique. Cela a offert au pays un répit temporaire, mais n'a pas réduit le risque global. Dans la partie ouest de l'océan Pacifique, le super typhon Ragassas a été le plus intense. Le 22 septembre, il a balayé les Philippines. La vitesse constante du vent dépassait 265 km/h, avec des rafales jusqu'à 295. Le typhon a provoqué des inondations et des glissements de terrain. Les vols, les ferries et la pêche ont été suspendus, mais un bateau de pêche avec des personnes à bord a tout de même été frappé par les vagues et le vent. 7 personnes ont péri. À Taïwan, le typhon Ragassas a provoqué des pluies sans précédent. Par endroits, environ 1000 mm de précipitations sont tombées. Dans le comté de Hualien, cela a entraîné la rupture d'un barrage naturel. 60 millions de tonnes d'eau se sont abattues sur le village touristique de Guangfu, les flux de boue et de débris emportant maisons et voitures, rappelant un tsunami. Au moins 17 personnes sont mortes.
Dans les précédentes éditions climatiques, nous avons souligné la cascade croissante des catastrophes. Lorsque les phénomènes se succèdent, et chaque nouvelle frappe est souvent plus intense que la précédente. En 2025, cette tendance s'est manifestée avec une intensité particulière. Les typhons arrivaient si fréquemment que les habitants de l'Asie du Sud-Est n'avaient pas le temps de se remettre. Ainsi, seulement quelques jours après le passage du super-typhon meurtrier Ragassas, le 26 septembre, une tempête tropicale Boiloy a frappé les Philippines. Et 2 jours plus tard, s'intensifiant en mer de Chine méridionale pour devenir un typhon, Boiloy a frappé le Vietnam. Dans le centre du Vietnam seulement, plus de 144 000 maisons ont été endommagées. De vastes zones sont restées sans électricité. Plus de 26 000 hectares de riz et autres cultures ont été détruits. Dans tout le pays, la tempête a fait 56 victimes. Selon les spécialistes, le typhon Boiloy a été l'un des plus rares et anormaux. Sa vitesse sur la mer de Chine méridionale atteignait 35 km/h. Presque le double de la normale, et dans la province de Ha Tinh, il a duré plus de 11 heures, devenant le plus violent jamais observé dans la région. Bien que le typhon Kalmaegi, qui a frappé la province philippine de Cebu le 4 novembre, n'ait pas été le plus puissant en termes de vitesse de vent, sa lenteur et la quantité monstrueuse de précipitations l'ont rendu mortel. Aux Philippines, au moins 269 personnes sont mortes. La plupart des victimes, selon les autorités, se sont noyées. Pendant longtemps, les cyclones tropicaux avaient une zone de formation bien définie. Les eaux chaudes des tropiques au-dessus du 5e degré de latitude, où les conditions de formation existent. En 2025, nous observons une tendance dangereuse. Cette zone s'élargit nettement. Pour les habitants de ces nouvelles zones potentiellement dangereuses, c'est un problème sérieux, car l'infrastructure et les systèmes d'alerte ne sont pas conçus pour la puissance des cyclones tropicaux et les habitants font face à un phénomène auquel ils ne sont pas préparés, ni moralement, ni techniquement. Ainsi, l'expansion de la zone de formation des cyclones tropicaux devient l'un des signaux climatiques les plus dangereux et sous-estimés de l'année écoulée. Le typhon Neoguri s'est formé dans l'océan Pacifique en septembre, à une latitude exceptionnellement élevée, et a été classé comme la tempête la plus nord-est depuis 1997. Le cyclone Ditwa, qui a frappé le Sri Lanka en novembre, est devenu l'une des tempêtes les plus destructrices de l'histoire du pays. Plus d'1 million de personnes affectées, environ 15 000 maisons endommagées, et le nombre de morts a dépassé 460. Comme les cyclones se forment rarement dans cette région, les lourdes conséquences ont été principalement dues à l'absence de préparation. Encore plus rare, le Señar s'est formé pour la première fois en 135 ans dans le détroit de Malacca, à moins de 5 degrés de l'équateur, où les cyclones ne se forment normalement pas. L'influence de la rotation de la Terre y est trop faible pour qu'une tempête puisse se former. Señar est également devenu le premier cyclone de l'histoire à toucher la côte ouest de la péninsule malaise, et seulement la 3e tempête a affecté le pays. Il a provoqué des inondations catastrophiques en Indonésie et en Malaisie. Sur l'île de Sumatra seulement, plus de 900 personnes ont péri et plus de 2500 ont été blessées. Tornade. En mars 2025, un front orageux meurtrier a traversé les États-Unis, provoquant la plus grande série de tornades jamais enregistrée en mars. En 3 jours, au moins 100 tornades ont été signalées, transformant des régions entières en ruines. Cette tempête a été l'une des plus destructrices aux États-Unis ces dernières années et a causé la mort de 42 personnes. Certaines tornades ont atteint une intensité exceptionnelle. Le 20 juin, près de la ville d'Underlin dans le Dakota du Nord, une des tornades les plus puissantes du XXIe siècle est passée. Le vortex a été officiellement évalué EF5, catégorie maximale selon l'échelle de Fujita améliorée, avec des vents dépassant 338 km/h.
C'était la première tornade de cette force dans le pays depuis 12 ans. Le vortex a renversé des wagons de céréales entièrement chargés et projeté un wagon-citerne vide sur près de 150 mètres. Certains arbres ont été déracinés, d'autres réduits à des troncs écorcés. La ferme locale a été entièrement détruite depuis ses fondations. 3 personnes ont été tuées par la tornade. Le tourbillon destructeur, large de plus d'1,5 km, a laissé une cicatrice gigantesque sur le sol, bien visible depuis l'espace. Le 7 novembre, dans l'État brésilien du Paraná, un tornado de catégorie EF4 a balayé la région avec des vents atteignant 300 km/h. Il est devenu le plus tragique de l'histoire moderne du Brésil. Le vortex a détruit 90% du territoire de la municipalité de Rio Bonito do Iguaçu. En quelques minutes seulement, la ville ressemblait à une zone de guerre. Des quartiers entiers réduits en ruines et des voitures éparpillées comme des jouets d'enfants. La tempête a fait 6 morts. 750 personnes ont été blessées, dont 30 grièvement. À la mi-novembre, pendant la tempête Claudia à Albufeira, ville touristique populaire du sud du Portugal, un tornado de catégorie IF2 s'est formé. Il a frappé le restaurant de l'hôtel le matin, au moment où plusieurs dizaines de clients prenaient leur petit déjeuner. 28 personnes ont été blessées, dont 6 enfants âgés de 2 mois à 7 ans. 4 ont été hospitalisés avec des blessures graves. Le vortex a également traversé un camping, provoquant la mort d'une femme. Il est important de noter que les tornades, même de 2e catégorie, sont extrêmement atypiques pour le Portugal. Au cours des 30 dernières années, selon la base européenne de données sur les phénomènes météorologiques dangereux, seulement 4 événements de ce type ont été enregistrés, dont 3 en 2025. Et ce pays n'est pas une exception. Dans l'ensemble de l'Europe, on observe une augmentation exponentielle et dangereuse du nombre de tornades. Les exemples du Brésil et du Portugal montrent l'expansion géographique des tornades. Désormais, les vortex apparaissent de plus en plus souvent, là où ils étaient auparavant quasiment inexistants. Sur la péninsule de Reykjanes en Islande, le 29 août, 3 tornades ont été enregistrées simultanément, un phénomène rare pour la région. Depuis 1980, seulement 13 événements similaires y avaient été notés. Le 3 août, un tornado de catégorie EF2 a frappé la région autonome juive de Russie. Il s'agit d'un phénomène extrêmement puissant pour cette région, compte tenu du fait que seuls quelques entonnoirs avaient été enregistrés dans toute son histoire, et encore seulement ces dernières années, alors que les changements climatiques sur la planète avaient déjà pris de l'ampleur. En Colombie, les tornades sont également extrêmement rares. Dans toute l'histoire du pays, un seul cas avait été enregistré, en 2001. Cependant, le 14 septembre de l'année dernière, l'anomalie s'est répétée. Un tornado puissant a frappé la ville de San Angel, dans le département de Magdalena, détruisant l'arène de corrida et les constructions alentours. Fin octobre, dans le nord et l'ouest de la Turquie, au moins 4 tornades se sont formées en quelques jours, dont 2 de catégorie EF2, dont l'une a causé la mort d'une personne. Selon les statistiques officielles, en moyenne, le pays connaît au maximum 2 tornades par an, principalement de première catégorie. Une telle série constitue donc une anomalie extrême. En raison de la modification de la géographie des tornades, les vortex pénètrent de plus en plus souvent dans des villes densément peuplées, non préparées à cette menace, ce qui augmente considérablement les destructions et les pertes humaines. À la mi-mai, un puissant système orageux a traversé le centre et l'est des États-Unis, provoquant plusieurs dizaines de tornades. Dans l'État du Missouri, un tornado destructeur de catégorie EF3 a frappé la grande ville de Saint-Louis. Le vortex, avec des vents dépassant 240 km/h et large d'1,5 km, a traversé les quartiers urbains, détruisant tout sur son passage. Plus de 5000 bâtiments ont été endommagés. Le maire a qualifié cette tempête de l'une des plus destructrices de l'histoire de la ville. 5 personnes ont perdu la vie et 38 autres ont été blessées. Un tornado de catégorie EF1, avec des vents atteignant 180 km/h, a également touché Baltimore, un grand port et centre économique de l'État du Maryland.
Le vortex a traversé des zones densément peuplées et laissé une bande de destruction longue d'environ 9,5 km. L'année 2025 a montré des phénomènes climatiques sans précédent et des anomalies records. La question se pose, l'humanité aurait-elle pu empêcher un tel développement des événements? Oui, les scientifiques d'ALLATRA avaient proposé une solution technologique, les générateurs atmosphériques d'eau. Leur mise en œuvre à grande échelle aurait pu réduire la pollution des océans par les micro- et nanoplastiques, restaurer le cycle de l'eau et l'équilibre thermique de la planète, et finalement stabiliser la situation climatique. Je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent de la technologie AGV, générateur atmosphérique d'eau, qui promettait de purifier l'air des pollutions, y compris le plastique. C'était un espoir innovant, une technologie qui, si elle avait été utilisée à l'échelle mondiale, aurait pu préserver la santé et la vie de milliards de personnes et nettoyer la planète. Mais nous avons manqué cette opportunité. Le facteur temps joue un rôle décisif dans ces questions. Il faut comprendre que l'idée même d'utiliser les AGV comme moyen de purification des eaux océaniques a été proposée par les scientifiques d'ALLATRA il y a plus de 20 ans, à une époque où la concentration de microplastiques dans l'atmosphère restait extrêmement faible. À cette époque, la mise en œuvre de telles technologies aurait réellement apporté un bénéfice écologique tangible, sans risque sérieux pour la santé humaine. À ce moment-là, la technologie AGV aurait pu devenir un salut. Mais aujourd'hui, compte tenu du niveau élevé de nanoplastiques dans l'atmosphère, elle représente un danger. Aujourd'hui, l'utilisation massive des AGV peut également entraîner une augmentation significative de la concentration de microplastiques dans l'air. Cela crée un risque d'augmentation de la concentration de nanoplastiques dans l'air, ce qui représente une menace pour la santé et la vie humaine. L'inhalation de nanoplastiques favorise son accumulation dans l'organisme, y compris dans le cerveau. Et c'est un point critique. Températures anormales. En 2025, l'Inde a connu l'hiver le plus chaud depuis 124 ans, avec des vagues de chaleur enregistrées anormalement tôt, dès février. La caractéristique la plus remarquable a été l'élévation des températures minimales. Dès le 15 mars, dans les États d'Odisha et du Jharkhand, la première nuit chaude de l'année s'est produite. Cependant, l'année dernière, le pays n'a pas seulement battu des records de chaleur. Les vagues de froid ont commencé plus tôt que d'habitude et ont couvert une zone plus étendue. En juin, une puissante vague de chaleur a touché l'Amérique du Nord, affectant plus de 255 millions de personnes aux États-Unis et au Canada. En seulement une semaine, plus de 3000 records quotidiens de température ont été enregistrés aux États-Unis, y compris les plus hauts de l'histoire des observations. Il est important de noter que la majorité de ces records concernaient les températures minimales quotidiennes, c'est-à-dire nocturnes. Malheureusement, cette tendance extrêmement dangereuse se retrouve désormais dans le monde entier. Des nuits incroyablement chaudes et étouffantes empêchent le corps de récupérer après la chaleur diurne, provoquant un stress thermique permanent, une déshydratation et une surcharge du système cardiovasculaire. D'avril à septembre 2025, l'Europe a été frappée par une série de vagues de chaleur extrême, faisant environ 16 500 victimes. Dans le nord du continent, des températures sans précédent pour ces régions ont été enregistrées. En Norvège, plus de 30 degrés Celsius pendant presque 2 semaines consécutives. Et en Finlande, plus de 25 degrés pendant 26 jours d'affilée. Les hôpitaux locaux étaient surchargés, les habitants souffraient tellement de la chaleur prolongée que, dans le nord du pays, une patinoire a même été ouverte comme refuge contre la chaleur. Dans les villes, on a observé des rennes. Les animaux sauvages cherchèrent de l'eau et des abris. Plus au sud, les Européens souffrirent de chaleur dépassant 40 degrés Celsius. Et dans plusieurs pays, des records nationaux de juin ont été battus. En Italie, l'interdiction de travailler en extérieur aux heures les plus chaudes a été mise en place. En Grèce, les principales attractions touristiques ont été temporairement fermées. La chaleur a provoqué sécheresse et nombreux incendies de forêt dans des dizaines de pays européens.
En Russie, la saison des feux de forêt de 2025 a été particulièrement sévère dans le territoire du Transbaïkal et la République de Bouriatie. La cause ? Un hiver avec très peu de neige et le printemps le plus chaud de toute l'histoire des observations. Les températures étaient supérieures de 5 à 7 degrés aux moyennes pluriannuelles. La Sibérie et l'Arctique ont choqué par leurs anomalies de température. Janvier à Yakoutsk, ville au climat extrêmement froid, a été record de chaleur. Certains jours, les températures dépassaient la normale climatique de plus de 24 degrés Celsius. Les records quotidiens de température maximale ont été battus 6 jours consécutifs. Les habitants ont remarqué le saule en fleurs, ce qui n'est même pas habituel début avril, et les chatons ont gonflé sur les bouleaux. Le 20 août, sur l'île de Vis dans la mer de Kara, pour la première fois de l'histoire, le thermomètre a affiché plus 11,6 degrés Celsius, dépassant le précédent record du mois de 2,5 degrés. Des températures anormalement élevées étaient accompagnées d'un orage, phénomène rarissime pour ces latitudes et enregistré ici seulement pour la 3e fois au XXIe siècle. Le même jour, au nord de la péninsule de Taimyr, au cap Sterlegova, les thermomètres ont affiché plus 23 degrés Celsius, alors que la moyenne mensuelle maximale est de plus 6,6 degrés Celsius. Les fluctuations de température dans différentes régions de Russie ont été si extrêmes que les météorologues manquaient de mots pour décrire ce chaos climatique. En février, dans la ville d'Ivdel, région de Sverdlovsk, le gel nocturne de moins 26 degrés Celsius a été remplacé par des températures positives dans la journée. La différence de plus de 28 degrés en seulement 12 heures a été un véritable défi pour les habitants. Au même moment, dans le sud du pays, un temps anormalement froid s'est installé avec d'importantes chutes de neige. Fin février, dans la République de Kabardino-Balkarie, le climat a été le plus froid de toute l'histoire des observations dans cette région. À Krasnodar, Novorossiysk et dans d'autres villes et districts du Kouban, les plans d'eau ont gelé et des blocs de glace se sont formés. À Sotchi, la neige est tombée non seulement dans les zones montagneuses, où les congères ont atteint 3 mètres, mais même sur le littoral. Pelouses vertes, palmiers et fleurs ont été recouverts d'une épaisse couche de neige, ce qui est extrêmement rare pour la région. Le mauvais temps a également touché la Géorgie voisine. Dans la ville balnéaire habituellement chaude de Batumi, où il n'y a pas de chauffage central en raison du climat doux, le froid a été brutal. La ville a été recouverte de neige en quantité telle que les services publics ont dû travailler 24 heures sur 24. En janvier, les États-Unis ont connu une série de puissantes tempêtes hivernales. Le 3 janvier, des quantités extrêmes de neige sont tombées dans les États centraux. Au Kansas, la couche de neige a atteint 46 cm. Cela a provoqué d'importantes perturbations dans les transports, des coupures d'électricité et des victimes. Quelques jours plus tard seulement, la tempête a frappé le sud-est du pays, apportant des conditions hivernales sévères dans près de 25 États et affectant environ 80 millions de personnes. La vie dans les régions non habituées à de tels froids et chutes de neige a été paralysée. À partir du 20 janvier, une tempête historique a frappé les États du Sud, devenant un test particulièrement difficile pour eux. Sur la côte du golfe du Mexique, où la neige est extrêmement rare, des records pluriannuels et même centenaires de chutes de neige ont été battus. Au moins 9 personnes sont mortes de froid et d'accidents de la route. Pour la première fois de l'histoire, le National Weather Service des États-Unis a émis une alerte tempête de neige pour certaines zones de Louisiane et du Texas. Au début du mois de février, le Japon a été frappé par des chutes de neige anormalement intenses. Dans certaines régions, jusqu'à 129 cm de neige sont tombés en 48 heures, et dans la ville d'Obihiro, dans la préfecture de Hokkaido, 120 cm sont tombés en seulement 12 heures. Il s'agit d'un record dans le pays depuis le début des observations météorologiques. Dans certains endroits, les congères dépassaient 4 mètres, ce qui a entraîné la fermeture des routes et le risque d'effondrement des toits.
À partir du 5 avril, l'Europe centrale et orientale, les Balkans, la Méditerranée et la Turquie ont été touchés par un froid arctique. Après un mois de mars chaud, le brusque refroidissement et les chutes de neige ont provoqué des gelées, des tempêtes de neige et des vents violents, détruisant presque toute la récolte des arbres fruitiers. En Biélorussie, plus de 270 localités ont été privées d'électricité. En Pologne, le froid soudain était accompagné de vents violents, de neige et de pluies verglaçantes. En Ukraine, dans les Carpates, la température est descendue jusqu'à moins 18 degrés Celsius. En Bulgarie, l'épaisseur du manteau neigeux a atteint 40 cm, et en Turquie, les températures étaient de 4 à 10 degrés Celsius en dessous de la normale. La Corée du Sud a également été touchée par le froid d'avril. En une seule journée, la température à Séoul est passée de presque 25 degrés Celsius à seulement 1 degré et 1 dixième. Le phénomène le plus surprenant a été la neige tardive d'avril, un événement jamais observé au cours des 118 années d'observation météorologique du pays. À la mi-décembre, le nord de l'Arabie saoudite a connu d'importantes chutes de neige accompagnées de vents violents et de brouillards denses. La neige est tombée non seulement sur les sommets, mais aussi sur les plateaux désertiques environnants. La température est descendue jusqu'à moins 4 degrés Celsius. Il s'agissait du premier phénomène de ce type dans la région depuis près de 3 décennies. Un événement encore plus inhabituel a été la chute de neige en Argentine à Noël, le 25 décembre, alors que l'hémisphère sud était en plein été. Dans les zones de haute montagne des provinces de Salta et de Jujuy, la température est tombée à 1 degré Celsius, une valeur typiquement hivernale, et la neige abondante a perturbé la circulation sur des routes stratégiques. Selon les météorologues, la progression de masse d'air froid aussi loin vers le sud est un phénomène totalement anormal. Au même moment, le sud-est du Brésil a, au contraire, été frappé par une chaleur anormale. La température a atteint 37 degrés et 2 dixièmes Celsius. En 4 jours, la ville de São Paulo a battu à 3 reprises le record de la température la plus élevée pour le mois de décembre. Or, la température maximale moyenne de ce mois est de 28 degrés et 3 dixièmes Celsius. Établir un nouveau record mensuel après plusieurs décennies est déjà un événement rare, mais le fait que cela se soit produit 3 fois en 4 jours constitue une anomalie majeure. Activité sismique. L'année 2025 a été marquée par une augmentation de l'activité sismique et volcanique dans le monde entier. Il ne s'agit pas simplement d'un plus grand nombre d'événements, mais d'un changement qualitatif de l'ensemble du phénomène. Regardez le graphique du nombre de séismes de magnitude 3 et plus. Vous ne voyez pas une croissance progressive, mais un véritable saut. Il n'y a pas si longtemps, un séisme de magnitude 5, et encore plus au-dessus, faisait la une des journaux internationaux. Les médias en parlaient, les experts commentaient, le public en discutait. Aujourd'hui, nous vivons dans une réalité où les événements sismiques de magnitude 5 se produisent si fréquemment qu'ils ne suscitent plus d'attention. Et les séismes de magnitude 6, voire 7, commencent malheureusement à être perçus comme presque ordinaires. Et cette impression de normalité est une illusion extrêmement dangereuse. Rappelons seulement quelques-uns des milliers de ces événements survenus l'année dernière. Le 7 janvier, le Tibet a été secoué par un puissant séisme de magnitude 6,8. Le choc principal et plus de 600 répliques ont détruit des dizaines de villages et plus de 3600 maisons. 126 personnes ont péri et des milliers sont restés sans abri dans des conditions hivernales rigoureuses. Le 3 juin, un séisme de magnitude 5,8 a eu lieu dans la zone maritime de la Méditerranée. Dans la province turque de Muğla, 75 personnes ont été blessées, la majorité en sautant par les fenêtres. L'augmentation de l'activité sismique dans cette région effraie tellement les habitants que chaque secousse provoque un stress profond. Une fillette de 14 ans a subi une attaque de panique grave lors de ce séisme et est malheureusement décédée malgré les efforts des médecins. En août et octobre, 2 séismes de magnitude supérieure à 6 ont frappé la province de Balıkesir.
Selon les sismologues, cette période a été caractérisée par une activité sismique exceptionnellement élevée pour la région. Environ 12 000 événements sismiques ont été enregistrés en 3 mois. Le 31 août, les provinces orientales de l'Afghanistan ont été secouées par un séisme de magnitude 6. Plus de 2200 personnes ont péri et plus de 3300 ont été blessées. De puissantes répliques superficielles, dont 3 supérieures à la magnitude 5, ont rasé les maisons partiellement endommagées par le choc principal. De nombreux villages ont été réduits en ruines. L'accès à certaines zones les plus touchées était impossible. Les habitants ont dégagé les décombres des maisons en terre et en pierre à main nue pour sauver leurs proches. Une série de séismes violents a frappé l'archipel philippin. Le 30 septembre au soir, un tremblement de terre de magnitude 6,9 a été enregistré près de la ville côtière de Bogo. Il a été l'un des plus puissants dans la région centrale des Philippines au cours des 10 dernières années. Le foyer était situé à une profondeur dangereusement faible, seulement 5 km, provoquant d'énormes destructions et la mort d'au moins 69 personnes. Le 10 octobre, 2 autres puissants séismes ont été enregistrés dans le sud du pays. Le premier, de magnitude 7,4, s'est produit dans la zone maritime du Pacifique. Les secousses ont été ressenties dans des dizaines de localités sur l'île de Mindanao. Les voitures sur les rues étaient fortement secouées et les habitants fuyaient paniqués des maisons. Le second, de magnitude 6,8, a suivi environ 10 heures plus tard. Il a aggravé les conséquences et provoqué de nouvelles destructions dans les zones déjà touchées. 8 personnes ont perdu la vie et des centaines ont été blessées. Une activité sismique accrue a également été observée dans la région du détroit de Drake. En 6 mois, 3 séismes de magnitude supérieure à 7 ont été enregistrés, alors que l'historique de la région n'en comptait que 4. L'année 2025 a montré des séismes avec des caractéristiques anormales et records, qui ne peuvent littéralement pas être expliqués par les lois sismologiques connues à ce jour. Le 28 mars, le centre de la Birmanie a été frappé par un séisme de très forte magnitude de 7,7. De tels événements sismiques sont extrêmement rares et considérés parmi les plus destructeurs. On peut les qualifier d'équivalent sismique d'un mouvement supersonique. En Birmanie, la rupture de la croûte terrestre s'est propagée vers le sud à plus de 5 km par seconde. Cela a provoqué des destructions colossales. Des milliers de maisons, temples, mosquées et monuments historiques ont été détruits. L'électricité et le téléphone ont été coupés. Des glissements de terrain et des ponts et routes détruits ont isolé certaines régions du reste du monde. Le nombre de victimes a dépassé 3800 personnes. À plus de 1000 km de l'épicentre, à Bangkok, capitale de la Thaïlande, les bâtiments tremblaient fortement. Et des fissures sont apparues dans des milliers d'entre eux. Un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré, causant la mort d'au moins 22 personnes. Le 20 juillet, près de la péninsule du Kamtchatka, un puissant séisme de magnitude 7,6 s'est produit. Des milliers de répliques d'une magnitude de 6 et plus ont suivi, considérées comme une série de répliques décroissantes. Cependant, toutes ces secousses n'étaient que des précurseurs, annonciateurs de l'un des séismes les plus puissants de l'histoire moderne. Le 30 juillet, un séisme de magnitude 8,8 a frappé à 149 km de la capitale régionale, Petropavlovsk-Kamtchatski. Même les habitants habitués à l'activité sismique ont été choqués par la durée des secousses. Ce méga-séisme a généré des dizaines de milliers de répliques, dont plusieurs supérieures à magnitude 7, toujours perceptibles près de 6 mois plus tard, et des centaines ressenties dans les localités de la péninsule. Le 19 septembre, un séisme de magnitude 7,8 dans le Pacifique n'a de nouveau pas correspondu aux prévisions des sismologues. Il était trop puissant et, selon le directeur du service géophysique unifié de l'Académie russe des sciences,
ne correspondait à aucun modèle scientifique connu décrivant la propagation des répliques. Cependant, ce qui se passe au Kamtchatka est un processus logique qui confirme le modèle scientifique développé par la communauté internationale de scientifiques ALLATRA. Il s'agit de l'effet du plume magmatique sibérien, un flux de magma incandescent dont la pression s'étend sur la lithosphère bien au-delà de la Sibérie. Il agit comme un piston hydraulique, créant d'énormes tensions sur les bords du bloc continental, où se manifestent les processus géodynamiques les plus intenses. La série de séismes puissants au Kamtchatka est un effet classique de bord. Naturellement, la Sibérie, y compris sa partie arctique, ne peut pas rester inactive face à ce gigantesque foyer magmatique. Et c'est précisément en 2025 que cette région a commencé à manifester une activité sismique atypique. Le 28 février, un séisme de magnitude 5,3 a frappé la mer de Laptov. Le 8 juin, dans l'océan Arctique, au nord de l'archipel de la Terre de François-Joseph, un séisme de magnitude 5,3 a été enregistré, un niveau extrêmement élevé pour cette région. Durant toute la période des observations instrumentales, seulement 2 séismes de magnitude 5 et 1 ont été enregistrés ici. 20 jours plus tard, le nord de la Yakoutie a été secoué par un séisme de magnitude 5,1. Mais l'attention se concentre sur le séisme de magnitude 5,1 survenu le 2 mars au-delà du cercle polaire dans le kraï de Krasnoïarsk, à 650 km de Norilsk. Ce puissant choc, extrêmement atypique pour cette zone sismiquement calme du Taïmyr, a été le premier événement enregistré depuis 1900. Même ces exemples suffisent pour comprendre que la plume magmatique sibérienne représente une menace réelle pour l'humanité et qu'une rupture pourrait provoquer une catastrophe planétaire. Cependant, cette problématique semblait avoir une solution simple et logique: la dégazification contrôlée, la réduction planifiée de la pression dans le système magmatique de la plume par l'évacuation des gaz et de la lave excédentaire. Cette approche, proposée par les scientifiques ALLATRA, aurait pu prévenir une possible éruption de la plume sibérienne et stabiliser la situation climatique mondiale, réduisant fortement le réchauffement global et la pression interne du magma sur la croûte terrestre. Mais la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui est parfaitement claire. Le moment où nous aurions pu et dû commencer à préparer une dégazification planifiée et contrôlée du plume sibérien est irrémédiablement perdu. Pour le dire doucement, cette voie d'action n'est désormais plus accessible à aucun d'entre nous. Permettez-moi d'expliquer. En 2025, la Terre est entrée dans une nouvelle phase d'activité sismique. Vous le constatez vous-même. En une semaine, sous l'effet du plume, 2 puissants séismes de magnitude supérieure à 7 se sont produits. D'abord, à la frontière entre l'Alaska et le Yukon, un séisme de magnitude 7,0 et seulement 2 jours plus tard, un séisme de magnitude 7,6 au large du Japon. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signes de processus profonds causés par la pression du plume sibérien sur la croûte terrestre. L'année 2025 nous a frappés par une série de records et d'anomalies géodynamiques. Réaliste pour préparer la dégazification du plume magmatique sibérien est d'au moins 4 ans, à condition d'une coopération internationale étroite et de l'implication complète des meilleurs spécialistes du monde entier. Cela aurait permis à l'humanité de disposer d'un précieux temps de sécurité, la possibilité de se concentrer sur la résolution d'autres menaces croissantes, sans vivre dans la peur constante que, à tout moment, le plume sibérien puisse anéantir la vie sur Terre. Oui, il y a 1 an déjà, le processus de préparation à la dégazification comportait des risques colossaux et maintenant, il devient complètement inutile. Dans 4 ans, toute intervention pourrait provoquer une rupture explosive unique du plume, instantanée, extrêmement puissante. C'est comme percer avec une aiguille un ballon très fortement gonflé. Désormais, à cause du temps perdu, la dégazification planifiée pourrait provoquer exactement la catastrophe que nous essayons d'éviter. En regardant
l'année écoulée, tous les cataclysmes les plus violents, les destructions, les pertes et la souffrance humaine, on revient inévitablement à la pensée que nous aurions pu l'éviter si nous n'avions pas été inactifs. Le temps est irrémédiablement perdu. Nous terminons cette édition par un extrait d'un film scientifique et populaire, fruit de recherches fondamentales et des actions de ceux qui ont véritablement compris ce que nous avons déjà perdu. Ce sont des personnes qui ne se sont pas résignées. Elles luttent pour cette chance fragile, mais toujours réelle, qui s'est ouverte à l'horizon pour toute l'humanité. Ainsi, vous savez déjà que c'est exactement la charge électrostatique qui constitue la base de la force destructrice du nanoplastique. Comprenant cela, le groupe scientifique ALLATRA a été le premier à proposer une orientation stratégique, priver le nanoplastique de la capacité à accumuler et retenir une charge électrique. Si nous parvenons à priver le micro et nanoplastique de leur charge, nous éliminerons non seulement leur impact destructeur sur la santé humaine, mais cela aidera également à réduire l'énergie excessive dans la biosphère. Une énergie qui, autrement, s'accumulerait, aggravant la crise géodynamique et intensifiant les catastrophes naturelles. Nous avons vécu trop longtemps dans l'illusion réconfortante que le temps était encore là, que l'humanité aurait toujours la possibilité de reconnaître, comprendre et réagir. Mais ce temps est désormais passé. Notre principal défi est maintenant de trouver une solution avant de franchir le point de non-retour. Tant que nous avons encore notre raison et le peu de temps qu'il nous reste. Mais pour que cela se produise, toute l'humanité doit d'abord prendre conscience de l'ampleur réelle de ce qui se passe. Ce n'est qu'alors que nous pourrons concentrer tout le potentiel scientifique et toutes les ressources pour trouver une solution. Comme nous l'avons déjà vu, aucun individu, organisation ou nation n'est capable de résoudre un problème aussi complexe seul. La communauté scientifique ALLATRA cherche cette solution depuis déjà 20 ans, et bien qu'elle n'ait pas encore été trouvée, nous savons qu'elle existe. Nous comprenons que la réponse se situe à l'intersection de la physique, de la chimie et de la biologie, ce qui signifie que la solution était réalisable, et la trouver est vitale pour notre survie. Au cours de ces années de recherche, nous avons compris avec certitude que les efforts de toute la communauté mondiale doivent être unifiés, et de toute urgence. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons résoudre cette immense tâche et préserver ce que nous avons de plus précieux, la vie elle-même. La vie vaut la peine d'être défendue.